Grok est dispo gratuitement pour tous. OpenAI continue son calendrier de l'Avent et Google se met à niveau. La fin de l'année est embouteillée pour les ultimes annonces en intelligence artificielle avant 2025. Ultime, peut-être pas, on verra. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 17 septembre, pas du tout, le 17 décembre 2024. C'est même l'épisode 392. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je retrouve un compagnon podcastique de longue date, c'est Cassim Montia, journaliste tech et gaming qui officie notamment chez Frandroid. Salut Cassim, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien pour cette période. Ça y est, on est dans la période de Noël. Là, j'ai envie de faire des petites chansons, j'ai envie de regarder des films de Noël, les films de Noël et tout ça. Il y en a un avec Dwayne Johnson, j'ai très hâte de le regarder là. Lequel, pardon ? Il y en a un sur Amazon Prime avec Dwayne Johnson qui a l'air vraiment bien nul et j'ai hâte de le voir. Ah oui, alors il faut que ce soit nul, c'est ça, c'est une composante essentielle du film de Noël. Oui, bah oui. Bon. Et t'as préparé tes cadeaux, t'es à jour, t'as fait ta liste au Père Noël. Tout est prêt. Bon, écoute, très bien, t'es très en avance. Tu es en avance comme Guillaume Poggiaspala, qui n'est pas présent pour cet épisode, mais qui lui prend de l'avance pour les fêtes de fin d'année. Il doit être déjà en train de s'empiffrer de choses beaucoup trop grasses et beaucoup trop sucrées. Vous le retrouverez évidemment désormais peut-être début 2025, donc je vais probablement passer quelques épisodes en votre compagnie. Vous avez quelques petites surprises que je suis en train de vous préparer d'ici la fin de l'année. Et puis, on va faire ce petit épisode hebdo ensemble, Cassim, pour tenir au courant nos auditeurs et nos auditrices de ce qui se passe dans l'actu tech. Et on va remercier avant tout les personnes qui ont accepté de soutenir Tech Café sur Patreon. Il y a plusieurs personnes qui sont venues s'inscrire depuis la semaine dernière ou qui ont renouvelé leur participation. Je vais citer Barburaleur, Bastien Fage, je le fais comme ça parce qu'il y a plein de U. Yann, Guillaume Borde, Adrien Lebret et Jean-Jacques Guazzo. Merci beaucoup à vous. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle en citant ces personnes qui acceptent de soutenir Tech Café, je me dois de vous réexpliquer que Tech Café, c'est un podcast indépendant qui vit grâce à ses soutiens, les auditrices et auditeurs qui acceptent de souscrire un abonnement premium. Alors voilà, si jamais vous découvrez Tech Café, si vous l'écoutez depuis un moment et que ça vous manquerait s'il n'était pas dispo chaque semaine, si jamais ça vous est utile dans votre veille technologique, que ce soit parce que vous êtes un pro ou un passionné, je vous invite à faire comme les autres abonnés VIP, vous inscrire sur patreon.com/techcafé, sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Il y a des personnes qui sont en train de discuter de comment justifier de leur abonnement Patreon auprès de leur employeur pour faire une prise en charge en note de frais, parce que c'est vrai que Patreon a un petit défaut, il n'envoie pas des factures en bonne et due forme quand on est abonné. Donc ça amène à devoir mettre en place quelques petites astuces. Venez en discuter avec les autres personnes sur Discord. En tout cas, en devenant membre, vous bénéficiez d'un flux privé qui vous permet d'écouter le podcast sans publicité dans votre app habituelle. Vous n'avez pas besoin de changer d'application. Et puis, vous profitez d'infos exclusives. J'ai partagé d'ailleurs, je le tease depuis un moment, en exclusivité, l'avenir de Tech Café et quelques infos qui me concernent. Je les partagerai plus largement, plus publiquement en début d'année 2025. Mais je les ai partagés donc sur Patreon. Si vous voulez tout savoir dès maintenant, vous pouvez venir vous abonner sur patreon.com/techcafé. T'as vu, Cassim, à quel point j'ai l'art d'amener les gens à avoir une info exclusive sur Patreon quand même. J'admire. Profitez-en en tout cas, parce qu'en plus, oui, l'abonnement est sans engagement et peut être plafonné. C'est pratique, notamment si vous soutenez plusieurs créateurs sur Patreon. Sans autre forme de procès, on va couvrir les news de cette semaine. Pour se tenir au courant. Alors, il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui tournent autour de l'intelligence artificielle en cette fin d'année. On va commencer à parler un petit peu de Grok. Alors, Grok, c'est pas nouveau, c'est un outil d'intelligence artificielle tel qu'on en voit beaucoup maintenant et qui vont ponctuer une partie de cet épisode et qui ponctuent l'actualité tech de toutes ces dernières semaines. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est que Grok est désormais disponible gratuitement. Alors moi, je l'avais jamais testé. C'est un accès gratuit à Grok 2 qui est dispo, oui, pour tout le monde. Donc avant, il fallait être abonné à X, ex-Twitter, pour pouvoir en bénéficier et y accéder. Désormais, alors je ne sais plus quelle est la limite exactement sur les requêtes texte classiques, en tout cas sur la requête en termes d'image, c'est limité à 4 par jour, me semble-t-il. Enfin, c'est tout à fait sympathique pour un usage du quotidien. Évidemment, la caractéristique principale de Grok, si vous ne connaissez pas l'outil,
c'est d'être un peu moins restrictif, c'est peu de le dire peut-être, que les autres outils d'intelligence artificielle générative. Et forcément, ça continue à brouiller la frontière entre intelligence artificielle, contenu généré par intelligence artificielle et réalité. Et notamment, vous le savez maintenant, la difficulté, elle est double. C'est que quand on a un contenu qu'on voit passer qui peut être généré par intelligence artificielle, on se demande si c'est vrai. Et quand on a un contenu qui est vrai, on se demande si c'est un contenu qui est généré par intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur exemple qui montre à quel point on est de plus en plus dans la panade, c'est le débat, et qui est forcément d'actualité, avec Maria Carey, qui a pris la parole dans le cadre d'une vidéo pour revenir sur ses succès de cette année 2024, sur les chiffres d'écoute qui ne se démentent pas d'une année sur l'autre, avec le succès des chansons de Noël, avec son album notamment Merry Christmas qui fête ses 30 ans. Et le problème, c'est que cette vidéo, il y a un débat, et les personnes, notamment sur Reddit, se battent pour savoir si cette vidéo, elle est générée par intelligence artificielle ou si elle est authentique. En fait, ce qui est terrible, donc alors elle dément le fait qu'elle soit générée par intelligence artificielle, et au contraire, elle se bat contre ces outils, et elle dit d'ailleurs en réagissant, voyez pourquoi moi je me bats contre ces outils. Je cite: un mauvais éclairage et de lèvres rouges vous font penser que c'est de l'IA. Voilà une raison pour laquelle je suis pas fan de ces choses. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, tu peux pas t'empêcher d'avoir le doute quand même, parce que Maria Carey est extrêmement statique, le grain même de la vidéo fait un peu flouter, les cheveux sont parfaitement coiffés, comme on peut imaginer être coiffés les cheveux de Maria Carey, mais ils ont un côté extrêmement statique. Et puis, on guette ses clignements d'yeux. Bref, je crois que ça illustre très bien. Et puis, en fait, je pense qu'au fond, on s'en fout un petit peu de savoir si cette vidéo est générée par intelligence artificielle ou si elle est authentique. En tout cas, elle incarne parfaitement cet état de l'art de la fin de l'année 2024, de la frontière qui est complètement floutée entre intelligence artificielle et réalité. Ultime chose qui est rigolote, c'est de voir que la sortie de Grok, qui n'est donc pas limitée pour générer des visages de personnalités connues, coïncide parfaitement avec des contextes politiques particulièrement sulfureux. Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit fleurir ? Notamment en France, on voit fleurir plein de mises en situation de notre Premier ministre, de François Bayrou, dans des situations toutes les plus cocasses les unes que les autres. Cassim, est-ce que tu as testé Grok 2 avec cet accès gratuit ? Est-ce que tu l'avais peut-être testé avant ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je l'ai pas testé à titre personnel, mais j'ai vu passer beaucoup d'images générées par Grok 2, et je trouve ça... j'ai eu le débat avec des amis qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je trouve ça saisissant de réalisme. C'est-à-dire que, d'après moi, les images générées par Grok 2, du fait d'effectivement que... donc c'est derrière, c'est Elon Musk derrière, et donc le truc se fout complètement du copyright, est clairement alimenté avec des images sous droit de type AFP, Getty Images et compagnie. Et donc est complètement YOLO sur effectivement sur les autorisations. Donc tu peux lui faire n'importe quoi, que ce soit reprendre des images d'un personnage officiel protégé type Marvel, Nintendo et compagnie, ou que ce soit donc des personnalités politiques. Et du coup, c'est problématique pour les personnalités politiques parce que les images qu'ils réalisent sont quand même relativement réalistes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on passe la frontière où si t'as pas un œil avisé, si tu n'es pas conscient d'être dans un environnement où il peut y avoir de l'IA générative, tu peux tomber dans le panneau, ou en tout cas te poser la question, comme tu l'expliquais pour le cas de Maria Carey. Je pense que ce qui est saisissant, c'est pas tant de savoir effectivement si c'est vrai ou faux, c'est que le fait qu'on se soit posé la question montre bien qu'on arrive à un endroit où on commence à être vraiment dans le flou de façon authentique. Alors qu'avant, on pouvait quand même réussir, il suffisait de compter les doigts, par exemple, pour savoir si c'était réel ou non. Là, on a quand même passé une certaine frontière. Et en fait, c'est aussi le fait que on est habitué à des photos où il peut y avoir des filtres, où il peut y avoir la compression des réseaux sociaux qui font que la qualité est un peu moins bonne. Tous ces éléments-là qui font que même une vraie photo peut des fois paraître un peu bizarre. Et plus le fait que ça date pas d'aujourd'hui, que les politiques aussi jouent avec l'image, évidemment, pour se mettre en lumière. Je repense à cette photo officielle d'Emmanuel Macron à la boxe là, voilà. Donc tout ça alimente une confusion en fait finalement. Et moi je pense qu'effectivement avec Grok là on arrive à un endroit, à un élément, à un point
où on peut facilement tromper les gens pour peu que tu sois moins éduqué, moins vigilant au sujet, pour peu qu'on te le balance sans comment dire, sans prévenir que c'est de l'IA générative. Du coup, par exemple, et moi je vois très bien une fausse image publiée sur Facebook dans un groupe qui est un petit peu déjà dans un biais de confirmation, tu vois, je sais pas moi. Sur un groupe Facebook de macronistes, tu vas mettre une photo un peu audacieuse de Mélenchon qui est en train de serrer la main de je sais pas quel dictateur. Ou sur un groupe de LFI, tu vas mettre Macron qui est en train de serrer la main de je sais pas quel dictateur. Et dans les deux cas, les groupes Facebook, ils vont être à fond dessus. Et même si après quelqu'un arrive et dit non mais vous voyez bien que c'est faux quand même, les gens te diront oui mais ça aurait pu être vrai. Oui mais le fait qu'on soit posé la question montre bien que c'est crédible, donc c'est bien un problème. Et ce genre de rhétorique qui fait que de toute façon, voilà, on a dépassé un petit peu. Enfin, tout ça alimente. Enfin, je vais pas refaire le débat sur la vérité, la post-vérité, etc. Mais en gros, tout ça participe à la même confusion, quoi. Où la réalité et le vrai, c'est devenu une croyance plus que quelque chose d'établi, quoi. Carrément. Et en fait, c'est peut-être ça qu'apporte de nouveau, je trouve, Grok dans les usages du grand public. Vous savez, hein, à chaque fois, on essaie de différencier l'avancée technologique et la mise à disposition des outils, parce que quelque part, tant qu'un outil technologique n'est pas mis à disposition du grand public, il est difficile de vraiment mesurer ses compétences, les résultats qu'il peut produire. Et puis, on a toujours la force de l'utilisation par le grand public qui le déploie. Et en l'occurrence, Grok, techniquement, je te rejoins pas tout à fait, ou en tout cas, on va peut-être éclaircir le point ensemble, Cassim. Je te rejoins pas tout à fait sur sa capacité sur le plan technique. Je trouve que les images qu'il génère de visage continuent à être un peu gênantes. C'est assez souvent que tu vas avoir des regards bizarres, deux personnes côte à côte qui vont se croiser, qui vont se regarder, mais il y a la personne de droite qui est clairement à l'arrière-plan, des doigts qui se mélangent mal, etc. Donc, ces petits détails qui nous montrent que, pour moi, hein, encore une fois, j'ai l'impression que Grok, techniquement, il se met pas complètement à niveau de ce qu'on peut trouver ailleurs, même si voilà, ils ont tous leurs défauts et dans l'ensemble, ça s'améliore. Par contre, effectivement, le fait qu'il s'appuie sur des visages qu'on a l'habitude de voir habituellement, presque exclusivement dans des médias de type Internet, télé, évidemment, fait que ça brouille une fois de plus cette frontière. Et c'est en cela, pour moi, que Grok apporte quelque chose de plus en étant disponible publiquement et gratuitement. C'est qu'il joue sur ces codes d'authenticité qu'on avait pour l'instant gardés uniquement dans les diffusions médias, les photoshoppages, les modifications d'images qui étaient faites avant, elles existaient, mais on avait l'habitude de les voir dans certaines circonstances. La Grok apporte cette espèce de flou dans l'authenticité des personnages. Et, enfin bon, tu le mets bien en illustration pour moi, effectivement, avec les cas des personnalités politiques. C'est probablement là où ça éclaire le plus les choses. Grok, pour toi, techniquement, il est à niveau par rapport aux autres? Il est techniquement au-dessus? Ou est-ce que tu partages mon sentiment sur le fait qu'il... Ah, moi, je le trouve un peu en cran dessous, mais bon. C'est ce qu'on m'a rétorqué aussi, donc je veux bien le croire, mais je trouve que sur les visages, notamment, et du coup, ça fait que sur des gros plans, etc., en réalité, moi je trouve qu'en fait il a atteint un niveau. C'est-à-dire que si tu te concentres et tout, oui, tu vas pouvoir voir des défauts. Si tu regardes à l'arrière-plan, si tu regardes, en fait, il y a des détails à chaque fois qui peuvent te montrer que c'est faux. Mais en fait, si tu as envie d'y croire à l'image, et donc si on te la publie dans un cercle où tu as envie d'y croire, c'est pour ça que je prenais l'exemple de ces groupes Facebook ou de ta timeline Twitter ou ce genre de choses, en fait, ça va suffire à renforcer les opinions des gens, en fait. Moi, je pense qu'on atteint un niveau de qualité qui est suffisant. Il n'est pas parfait, les défauts sont encore visibles, mais il est suffisant pour tromper un public général qui est peut-être moins avisé de regarder les détails, etc., quoi. Bon, puis encore une fois, disponible gratuitement comme ça, on arrive à la fin de l'année 2024 avec un outil qui permet de jouer avec les visages des personnalités de manière assez abusive. C'est très cohérent avec l'approche, évidemment, de X, d'Elon Musk et de la vision du personnage. À voir combien de temps ça va rester dispo. Je me demande quand même dans quelle mesure est-ce que ça va pas pouvoir rapidement faire l'objet de blocage ou en tout cas d'intervention, notamment en Europe. On verra. En tout cas, un autre domaine qui continue à avancer, c'est les annonces d'OpenAI. Alors, on en a couvert un certain nombre durant l'épisode de la semaine dernière.
le fameux calendrier de l'Avent. Alors au passage, je fais une petite parenthèse pour dire, avec du recul, qu'est-ce que c'est malin de leur part d'OpenAI de livrer comme ça, dans un format calendrier de l'Avent, une recette qui est digne des vieilles marmites dans lesquelles on fait les meilleures soupes, mais de distiller comme ça des nouveaux usages qui sont très accessibles et qui sont très orientés utilisateurs pour moi, et qui ne sont pas du tout des grandes déclarations techniques et qui vous montrent simplement que tous autant que vous êtes autour de la table pendant le repas de Noël, si jamais vous avez envie de parler d'intelligence artificielle générative et de l'état de l'art de l'accès de ces outils pour les gens au quotidien, je trouve que c'est assez représentatif et je trouve ça assez malin de leur part en matière de communication. Ça, c'était sur la parenthèse de l'approche, parce qu'on va voir juste après que Google se retrouve, pour moi, distancé sur le plan de la communication. Parenthèse terminée, juste pour lister les petites nouveautés qui ont été présentées par OpenAI, ou les mises à disposition de choses qui avaient déjà été présentées, puis je te laisserai revenir, Cassim, sur celles qui te paraissent les plus provantes. Déjà, il y a Canva qui est dispo pour tout le monde. Alors, je ne parle pas de l'outil qui permet de générer des images ou de faire de l'interfaçage graphique que vous utilisez peut-être déjà, mais c'est vraiment le fait d'avoir cette espèce de plan texte que vous pouvez éditer comme un document Google ou Word en interagissant avec ChatGPT. C'est pas nouveau dans le sens où ça avait déjà été présenté, mais c'est désormais disponible pour tous les abonnés, me semble-t-il, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et je dois dire que c'est probablement un des outils qui, moi, me sert le plus et que je trouve le plus malin, parce que combien de fois on utilise des chats GPT ou des outils équivalents pour nous aider à rédiger des textes, que ce soit des courriers administratifs, que ce soit des emails sur lesquels on a envie de ne pas se rater, ou d'autres types de publications. Et typiquement, le fait d'avoir cette espèce d'interaction en format Canva, ça porte très bien son nom. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Ils ont mentionné le fait que ChatGPT était dispo dans Apple Intelligence. Bon, évidemment, hein, ça, on l'avait déjà en tête, mais ils profitent pour le glisser dans le calendrier de l'Avent. Évidemment, pas dispo en Europe et pas non plus en Chine, où, entre parenthèses, on a vu passer des messages qui laissent imaginer qu'Apple Intelligence en Chine, c'est peut-être pas pour demain, sans parler de ChatGPT, et qu'il va peut-être falloir se maquer avec Baidu pour respecter les réglementations locales. On a la vidéo descriptive, là aussi, qui avait été présentée dans le cadre d'une grande série d'annonces, une annonce pour les développeurs, me semble-t-il, côté OpenAI, et qui est là aussi lancée. Là non plus, pas en Europe, mais en gros, c'est le fait que vous avez votre caméra qui filme avec votre smartphone ce qui se passe, et puis vous pouvez poser des questions, demander ce qui s'est passé et essayer d'apporter des réactions intelligentes de chat GPT. Plus marquant, Search GPT qui propulse chat GPT en bonne et due forme comme un concurrent possible de Google. Ça s'inscrit dans un contexte qu'on a déjà décrit durant les précédents épisodes, qui est que Google perd un peu de son attrait. On pourra revenir d'ailleurs sur un point, parce qu'on dit assez régulièrement que Google, le moteur de recherche, perd en qualité. Peut-être qu'on pourra s'en toucher un petit mot, parce que j'ai presque envie de nuancer un petit peu ce sujet. Mais en tout cas, évidemment, ils ont une corde à leur arc supplémentaire chez OpenAI pour concurrencer Google. C'est vrai que c'est assez régulièrement, moi, qu'il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles j'ai le réflexe d'aller chercher dans des chats GPT ou des Gemini plutôt que d'aller chercher dans Google, et quitte à ce que je recoupe un peu les deux derrière selon les requêtes que je fais. Et puis le mode absolument incroyable qui achève de convaincre tout le monde et qui a toute sa place dans le calendrier de l'Avent et qui aura toute sa place dans les conversations du réveillon de Noël, et même, je n'en doute pas, pour le premier de l'an. C'est ce qui ringardise la vidéo de Bouygues Télécom qu'on pouvait générer avec WhatsApp, où on faisait dire au Père Noël ce qu'on voulait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, c'était le truc qui était fun encore, c'était de faire dire des trucs à un Père Noël extrêmement statique dans une vidéo d'1 minute maximum par Bouygues Télécom. Il y en avait plein de ces outils-là. Mais désormais, on a la possibilité d'interagir avec ChatGPT. Alors, en fait, il a le ton du Père Noël, et puis il fait « ho, ho, ho » au début et à la fin de toutes ses phrases. Donc, c'est un peu facile, et puis bon, évidemment, il est assez appétant à parler de la magie de Noël, mais voilà, ça colore un petit peu les annonces d'OpenAI. Qu'est-ce que tu penses du format des annonces d'OpenAI calendrier de l'Avent ? Parce qu'au-delà du petit gimmick que ça peut représenter,
je trouve ça assez convaincant pour montrer à quel point ça s'inscrit dans les usages et à quel point il veut être dans les conversations en famille et entre amis en cette fin d'année, quelque part. Et puis, je sais pas s'il y a des fonctionnalités sur lesquelles tu voulais revenir. Oui, c'est le rythme des nouveautés qui est impressionnant quand même chez OpenAI. Il y a quand même, enfin, depuis que Sam Altman a repris le contrôle en mode commercial de OpenAI, là c'est YOLO sur les autoroutes du développement produit. Hein. C'est-à-dire qu'on se pose plus du tout la question de savoir si ça doit être ouvert ou pas. C'est vas-y, propose le plus de services possible en lien avec ChatGPT, la génération de texte ou d'images, et puis et on va tout lancer. Là, j'ai vu, enfin, c'est quoi le dernier truc qu'ils ont annoncé après le moteur de recherche? Ils veulent faire un client mail, c'est ça, ou un navigateur, je sais plus. Alors, ouais, le client mail, je l'ai pas vu passer, mais en tout cas, le navigateur, ça fait partie des cartons. Enfin bref, où s'arrêteront-ils? C'est clair qu'il y a de toute façon, il y a des coups à jouer. Alors moi, personnellement, ce qui me fait rire, c'est à quel point c'est encore un peu clunky des fois. C'est-à-dire à quel point ça peut être un peu cassé. Notamment la fonction Canva. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de beaucoup l'utiliser. C'est déjà difficile de la déclencher. Exactement. En fait, il n'y a pas un bouton. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu 2 conversations avec ChatGPT différentes. Il y en a une dans laquelle il m'a proposé Canva directement et j'ai pu travailler dessus. Et dans l'autre conversation, il ne voulait absolument pas me proposer Canva. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai dit, j'ai vraiment l'historique sous les yeux. Je lui demande, non mais s'il te plaît, tu peux utiliser Canva. Et il me dit, non mais Canva, c'est un outil externe. Donc déjà, il confond avec effectivement Exactement. L'outil d'édition d'images. Il confond avec l'outil et tout. Il dit, mais non, mais en fait, je sais que ChatGPT est capable de créer des documents éditables en ligne. Je souhaite que tu fasses ce travail de traitement, comme demander plusieurs messages au-dessus. Et il fait, ah oui, machin. Du coup, je crois que je suis allé chercher sur Google à ce moment-là quel était le nom technique du truc. Ça s'appelle Canmore en réalité. C'est ça le vrai nom de l'outil en interne chez OpenAI, c'est Canmore. Et est-ce que si je te dis d'utiliser Canmore, tu comprends? Et là, il me répond, oui, bien sûr, je comprends que vous faites référence à Canmore, un outil que nous pouvons utiliser pour créer et formater des documents directement. Mais il l'active pas. C'est-à-dire qu'après, je lui demande... et du coup, il dit, bon, je vais commencer à travailler sur cela. Une fois que tu l'as terminé, je vous fournirai un lien pour accéder aux documents. Cela vous convient-il? Je fais oui. Et il me fait, d'accord, je vais commencer, blablabla. Et je lui dis, très bien, tu peux commencer. Et il me dit, je m'excuse pour la confusion précédente, mais je dois clarifier que je ne peux pas créer ou modifier des documents ou utiliser des outils externes comme Canmore. Mais c'est pas un outil externe. Et je lui dis, Canmore est un outil interne à ChatGPT. Et il me dit, je suis désolé pour la confusion, je ne peux pas accéder ou utiliser un outil nommé Canmore pour créer ou éditer des documents. Alors, l'interface a un tout petit peu évolué d'ailleurs ces derniers jours parce que désormais, sous l'interface de prompt, il y a le petit trombone pour joindre des images, des vidéos, etc. Mais il y a directement une petite boîte à outils désormais dans laquelle tu peux explicitement appeler Canva. Mais c'est tout récent et j'ai fait des tests ces derniers jours et c'était pas dispo. Et effectivement, ça laisse place à un certain nombre de situations un peu cocasses. Moi, j'ai juste Dali et raisonné en utilisant O1, mais j'ai toujours pas. Okay. Non, mais du coup, comme quoi. Bon, après, c'est en cours de déploiement aussi. Mais ça me fait rire que. Le truc un peu opaque quand même des fois de ces outils-là où tu peux pas vraiment. Surtout chez ChatGPT, ils ont vraiment l'habitude de développer des trucs et de déployer des trucs où tu n'as pas vraiment accès de façon directe depuis l'interface utilisateur. C'est que par ChatGPT qu'il faut passer. Et du coup, si l'interface ne veut pas comprendre, du coup, tu tombes un peu à l'eau, quoi. Autre élément qui montre que c'est encore un peu bricolage sur certains aspects, en tout cas ça donne ce sentiment-là, c'est y compris dans les vidéos, qui sont censées être quand même les vidéos état de l'art de l'outil tel qu'il fonctionne le mieux. Ils s'amusent assez régulièrement, les types qui interviennent chez OpenAI pour démontrer les nouvelles fonctionnalités, des temps de réponse. Parfois il y a des trucs, on sent que ça met beaucoup trop de temps à charger, on sent que ça rame un peu. En fait, ils s'en amusent, tu vois, ils le cachent pas. Je ne sais pas si c'est volontaire de leur part ou une maladresse, mais il y a quelque chose qui tend à laisser imaginer ils sont sympas, tu vois, que ça reste une petite boîte un peu anecdotique qui lance des choses qui ne sont pas complètement parfaites, mais ils aiment bien leur job, quoi. Je ne sais pas si tu... Oui, après, je pense que c'est une bonne façon. De toute façon, il vaut mieux... moi, je pense que c'est une bonne approche, quoi qu'il arrive, d'avoir un peu d'autodérision et puis de montrer les choses telles qu'elles sont plutôt que de vouloir absolument montrer des super cuts de trucs que tu pourras pas reproduire chez toi. Donc, ça, il y a un effet déceptif qui serait forcément plus fort. Donc, je pense que c'est la bonne approche pour le coup. D'ailleurs, dans les vidéos qui montraient... Alors oui, il y a une autre fonctionnalité que j'ai pas, sur lesquelles je me suis pas attardé, que je trouve aussi assez cool. C'est Project.
où en fait, vous pouvez créer des espèces de dossiers. Vous savez que ChatGPT, c'est des listes de conversations que vous avez avec ChatGPT, mais avec Projects, vous avez la possibilité de créer des dossiers dans lesquels vous pouvez charger des séries de documents et où vous pouvez faire des interactions qui sont spécifiques à ce dossier. Quelques exemples qui sont donnés, par exemple, la gestion d'un Secret Santa. Donc, il crée un projet Secret Santa, il met dedans la liste des participants, il peut mettre des réponses à des sondages pour savoir qui veut quoi. Il peut attribuer les cadeaux sur la base de ces fichiers-là. On peut lui demander de rédiger des mails. Bref, l'idée, l'approche, c'est vraiment de se dire, contrairement à l'utilisation qu'on a aujourd'hui avec des conversations qui parfois ont des liens entre elles, parfois sont toutes décorrélées les unes des autres. Là, on a la possibilité de les rassembler. L'autre exemple, c'est la gestion d'une maison. Bon, je ne sais pas si on est tous prêts demain à gérer notre maison avec ChatGPT, mais bon, va savoir. En tout cas, l'autre exemple, c'était donc il crée un projet maison, il met dedans toutes ces notices d'entretien, il peut mettre un tableau de quand est-ce qu'il a changé tel et tel aspect de sa maison. Le type est quand même très organisé dans sa maison, hein. Je suis admiratif de la manière dont il gère ces sujets-là chez lui. Et en interagissant dans le projet ChatGPT lié à la maison, il va arriver à avoir des informations qui sont extrêmement cohérentes. Et pareil, dans le cadre notamment du développement d'un site web, c'est un autre exemple qu'il met. Il met plusieurs éléments qui concernent la technologie pour le site web. Il met un certain nombre d'éléments, d'informations qu'il veut faire figurer. Et puis, il interagit avec ChatGPT pour le sortir. Donc c'est plutôt cool. Et au passage, d'ailleurs, toujours dans cet aspect connivence, on voit dans la démonstration de cette fonctionnalité projet, dans la liste à gauche, AGI, ne pas montrer en live. Il y a un projet AGI, ne pas montrer en live, évidemment. J'ai envie de dire, ChatGPT, rétablis l'oxygène dans la maison, s'il te plaît. Désolé pour la confusion, je n'ai pas accès à ce outil externe. Voulez-vous utiliser Canva pour cela? J'imagine. Très bien. Donc ça, c'est en tout cas la liste des fonctionnalités d'OpenAI qui ponctue un petit peu l'actualité. Et juste avant de montrer la réponse de Google, un petit mot pour dire qu'il y a un cadeau caché d'OpenAI qui a été diffusé avec des infos diffusées sur des emails d'Elon Musk, toujours dans ce conflit largement alimenté par Elon Musk vis-à-vis d'OpenAI sur la possibilité pour OpenAI de devenir une boîte qui se fasse beaucoup d'argent et qui soit plus du tout une espèce d'entité à but non lucratif. Ils ont sorti un certain nombre d'éléments qui sont effectivement assez déroutants et qui, peut-être pour partie d'entre nous, achèvent de nous convaincre du faible bien fondé d'Elon Musk sur sa démarche. Sur le fait que dès le début, en fait, dès les premiers emails, il y a déjà des réactions de sa part qui montrent qu'il ne pense pas qu'avoir une organisation à but non lucratif soit pertinente. Il montre qu'il veut avoir la totalité, ou en tout cas un grand pouvoir de décision en détenant plus de la moitié d'OpenAI, mais pas du tout avec une manière d'orienter les choses à but non lucratif. Donc c'est un petit peu le cadeau caché dans le calendrier de l'Avent où OpenAI se défend. Et je dois dire que ça me paraît compliqué peut-être désormais d'arriver à tenir la position côté Elon Musk ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils ont abusé dans leur discours. Là, quand on voit les mails, c'est assez détonnant. Vous connaissez le jeu de la communication, il suffit qu'il y ait une contradiction et une nouvelle surprise dans le camp d'en face et tout sera rebasculé. Mais là, ça me paraît quand même assez compliqué à ce stade de défendre la position d'Elon Musk. Bon, après, il n'a pas besoin d'être légitime pour avancer ses arguments désormais, mais bon. T'avais vu les quelques emails qui sont Oui, c'est le dernier épisode en date de leur conflit. On verra ce que ça donne, mais oui, effectivement, c'est compliqué à ce stade pour lui. Bon, et ça justifie peut-être encore plus ces mouvements vis-à-vis. Voilà, maintenant il est membre du gouvernement. Bon. Évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser sur la réponse de Google, qui alors démontre une fois de plus, je trouve, à quel point, contrairement à une boîte comme OpenAI, je ne dis pas qu'OpenAI sont les seuls à savoir faire ça, mais en tout cas, Google fait partie des rares à aussi mal savoir communiquer sur ses propres innovations, parce que le rythme, le calendrier de sortie de Google est toujours un peu étrange, les noms sont bizarres.
Et puis, l'approche de livrer les infos par paquet est très déroutante. Ils ont mis à disposition, on l'a dit dans l'épisode de la semaine dernière, leur outil de génération de vidéos qu'on a décortiqué, VO. Et une semaine après, ils annoncent VO2, alors qui n'est pas dispo, c'est une preview, c'est une présentation anticipée et il sera mis à disposition publiquement plus tard, mais ça commence déjà à être testé. Et donc Google a essayé quelque part, en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de le voir comme ça, comme étant une réponse aux annonces d'OpenAI pour être présent. Alors, de quoi on parle ? On parle de Gemini 2, donc la nouvelle version de leur modèle de langage, qui se décline d'ailleurs en plusieurs formats, dont un format qui est décrit comme étant le modèle Flash. Donc, c'est Google Gemini 2 Flash, qui est plus efficient que 1.5 Pro. Rappelez-vous, on en a parlé il y a de ça quelques mois, qui est le modèle qui est disponible déjà aujourd'hui. Donc, il est dispo, lui, pour le coup, Gemini 2 Flash dès aujourd'hui. Et en gros, il offre les mêmes performances avec un coût plus faible. Donc, on imagine un coût énergétique et donc un coût pour Google au global plus intéressant. Google Gemini 2 qui est structurellement multimodal. Donc, vous vous rappelez, multimodal, ça veut dire être capable d'interagir entre des formats différents de type son, image, vidéo et texte. Et il entreaperçoit la possibilité d'exploiter pleinement son rôle d'agent, c'est-à-dire de pouvoir lui demander des tâches. Donc typiquement, un exemple qui est donné, c'est au travers d'une extension Chrome qui s'appelle Mariner, qui exploite Gemini 2 et qui permet de faire un petit peu comme le prototype qu'on avait vu chez Anthropic, et qui permet, quand on lui donne des instructions, que lui, il interagisse directement avec la fenêtre du navigateur et qu'il aille mener un certain nombre d'actions. Et donc, c'est ça qu'ils appellent quelque part le côté agent, agentive, disent-ils. Et ce qui n'est pas à confondre avec l'AGI, qui sera le saint graal de l'intelligence artificielle qu'on verra peut-être arriver un jour. Il y a dans ce package de nouvelles annonces du côté d'intelligence artificielle chez Google, Jules, qui est en gros l'équivalent d'un copilot pour aider au développement. On a l'interface VO2 qui va permettre de développer de manière plus qualitative la génération de vidéos, qui va être capable, tenez-vous bien, de comprendre la physique du vrai monde et les mouvements, le tout en définition 4K. Et, waouh, vous serez étonné d'apprendre qu'il hallucinera que très peu. Donc ça laisse songeur. Imagen 3 aussi, qui permet de générer des images disent-ils plus lumineuses et mieux composées, des styles artistiques plus variés et avec une plus grande précision, du photoréalisme à l'impressionnisme, de l'abstrait à l'animé. Bref, l'état de l'art, on imagine, qui va arriver dès demain. Juste, je suis tombé quand même sur un benchmark, d'ailleurs j'en ai plusieurs, mais qui tourne beaucoup autour de la cuisine. J'ai l'impression que la cuisine, c'est un truc un peu pratique pour comparer à quel point les outils de génération de vidéos sont pertinents les uns avec les autres et à quel point il y a de la cohérence. Et notamment des vidéos de découpage de viande. Et il s'avère quand même qu'a priori, VO2 est d'assez loin l'outil qui permet de générer les vidéos les plus cohérentes. Là où tous les outils qui sont mis en avant, Sora, et plein d'autres en fait, Kling aussi, tous les outils qu'on a l'habitude de mentionner assez régulièrement en matière de génération de vidéos, n'arrivent pas à être aussi cohérents. Alors, est-ce que ça fait partie des éléments de package de com qui ont été distillés et qu'on voit apparaître sous la forme de benchmark? Je crois pas. Je crois que c'est des accès anticipés de la part de personnes qui font les tests derrière ces outils-là. Et ça a l'air d'être assez convaincant. Donc, en résumé, Google continue à avancer très fort sur les prouesses en termes d'innovation sur l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas du tout en reste. Ils sont probablement au niveau et ils se tirent la bourre avec OpenAI comme d'habitude. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point c'est foireux dans leur communication et à quel point livrer les infos de manière un petit peu paniquée, en tout cas moi je le perçois comme ça, ça aide pas à y voir clair. Voilà, je ne sais pas si tu as suivi les annonces de Google qui répondent à OpenAI, en tout cas que je présente comme tel, Cassim. Si, et je trouve ça intéressant quand même de voir à quelle vitesse finalement, parce qu'en Google on s'était quand même beaucoup moqué d'eux à l'époque de Bard, pas totalement à tort, parce qu'ils ont mis quand même du temps à démarrer. Mais pour le coup, depuis l'arrivée de Gemini, on sent que ils ont vraiment
je sais pas, mis les bonnes équipes en place pour avancer très rapidement dans le développement de ces fonctions d'IA et qui sont nécessaires parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Google qu'on va aller chercher en termes de concurrence avec les outils d'IA générative. Donc il est absolument capital pour Google de se mettre au niveau. Et donc pour le coup, plutôt convaincu pour les quelques essais que j'ai fait de Gemini, plutôt convaincu par l'usage. On sent qu'il y a encore du progrès à faire, mais que l'intégration de Google directement avec ses propres outils va permettre d'aller plus loin. Ça va permettre de travailler directement dans Google Docs, dans Google Sheets, dans Google le moteur de recherche, et que tout ça va pouvoir interagir beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Là où ChatGPT, ils sont obligés de recréer à chaque fois. L'éditeur de texte, ils sont obligés de le recréer. Ils sont obligés outil par outil, ils sont obligés d'avancer plus lentement. Google a le potentiel pour aller plus vite. Après, effectivement, on sent qu'il y a encore un peu de travail à faire. Ce que j'ai remarqué aussi comme tendance, t'en as pas beaucoup parlé, mais de l'agent pour le jeu vidéo, oui. Qui est aussi, on sent que, en fait, c'est marrant, on sent que dès qu'il y en a un qui propose un usage, les autres doivent l'ajouter à leur boîte à outils très rapidement. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai plutôt vu du côté de chez Nvidia et Microsoft ces derniers mois, qui était la possibilité, en gros, pour l'IA, de voir ce que tu vois à l'écran et de pouvoir lui poser des questions du genre, Microsoft, ils avaient montré ça avec Minecraft en disant, là, je suis dans Minecraft, comment je fais pour construire une maison? Et il va te dire, coupe du mois, etc. Google, eux, évidemment, ils le font avec Android et avec le Play Store, donc c'est avec Clash of Clans, et t'as l'IA qui va te dire, je vois que vous avez telle troupe et telle troupe, je vous recommande de placer telle troupe ici, de faire ça là-bas pour améliorer votre score. Et du coup, c'est un usage, moi, que je trouve... alors, pour le jeu vidéo, je suis pas sûr qu'il soit tout le temps ultra pertinent. Il faudra voir dans des cas plus concrets que ça, et peut-être pas des jeux en ligne, plus des jeux, justement, des jeux où il y a le temps, quoi. Mais par contre, je trouve ça intéressant, vraiment cette idée de avoir une interprétation en temps réel de ce que tu vois à l'écran ou de ce que tu vois sous tes yeux pour t'aider et créer des choses autour et avoir effectivement, et cette puissance du multimodal, peut-être on en a parlé rapidement, mais c'est vraiment un truc fort chez Google d'avoir du multimodal en natif. Ça permet, c'est justement typiquement ça, c'est que il va être capable d'analyser de l'image, du texte, de générer du texte, et tout ça de façon sans faire des conversions internes, en fait, en fait, c'est pas genre il va interpréter l'image en texte et après créer à partir du texte une réponse. Il va vraiment interpréter l'image pour se caler directement, quoi. Il y a un truc auquel je pensais d'ailleurs quand je voyais ces infos autour du jeu vidéo, un truc qui n'a pas beaucoup, à mon sens, évolué. Tu vas peut-être me contredire, toi qui maîtrises mieux le domaine que moi. Mais c'est les tutos de lancement de jeu. Je me suis refait la réflexion en lançant, comme tout le monde, en cette fin d'année, le jeu de collection de cartes Pokémon TCGP. Et en fait, au début, il y a un tuto, mais tu sais, c'est les tutos qui sont extrêmement formatés, où ils disent, notamment quand ils t'apprennent les combats dans le jeu de cartes Pokémon, et ils disent, voilà, posez cette carte ici, posez cette carte là, faites ceci, faites cela. Tu aurais envie, moi j'ai toujours un peu cette défiance par rapport à ces outils, d'avoir envie de faire autre chose pour montrer que ça marche pas. Et bon. Et ça reste extrêmement figé. Je pense que typiquement, le modèle de tuto de lancement de jeux vidéo, ça doit être vrai pour des logiciels d'ailleurs et des applications spécifiques, mais est toujours un peu has-been à nous faire des actions qui sont précalculées, alors qu'en fait, ce qui serait génial, ce serait de nous laisser du choix, même si c'est une illusion de choix, et d'avoir une intelligence artificielle qui arrive à nous guider en nous disant, vous avez fait ceci, voilà, ça implique cela, vous auriez peut-être mieux fait de faire ceci, cela. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a aussi des possibilités de développement qui pourraient être... Sans doute. Alors, il y a toute une science, évidemment, du tuto dans le jeu vidéo. Et il y a des jeux qui excellent dans la capacité à ne pas te proposer de tutoriel et à te faire découvrir les choses naturellement. From Software, on vous voit. Non, mais alors, premier degré, il y a il y a les mauvais élèves, il y a aussi les bons élèves du genre Zelda ou Half-Life ou d'autres qui vont jamais t'expliquer quoi que ce soit, et en fait tu vas juste comprendre par toi-même en regardant ton environnement. Oui, le tuto est intégré au gameplay, en fait. Mais oui, mais par contre pour le reste, effectivement, notamment les jeux mobiles où en plus c'est des tutos qui sont très longs, surtout Pokémon. On t'explique vraiment étape par étape chaque sous-menu, chaque machin.
Et souvent les jeux free-to-play, moi c'est un truc qui peut me sortir très facilement d'un jeu free-to-play, c'est toutes les étapes de validation de chaque menu où ils te présentent chaque cosmétique, chaque truc. Alors vous avez telle monnaie, ça c'est pour... Alors vous voyez, chaque jour vous pouvez ouvrir tel booster, machin, laisse-moi jouer. C'est vrai, c'est exactement ça. Mais du coup oui, peut-être que ça pourrait améliorer ce système-là, effectivement, d'y intégrer de l'IA générative, quoi. Eh ben, peut-être qu'on le verra débarquer en 2025. Google aussi qui a annoncé des innovations en matière de météo, en ayant des résultats qui sont a priori extrêmement probants. Ils se basent sur les méthodes de diffusion des outils d'intelligence artificielle, et ils s'appuient sur des multitudes de générations pour essayer d'en tirer les tendances les plus précises. Et a priori, il semblerait que les résultats se sont avérés plus fiables que les prévisions qui sont habituellement fournies par notamment le CMWF. Bon, j'ai découvert l'acronyme, mais c'est le European Centre for Medium Range Weather Forecasts, excusez-moi du peu, et qui a l'air d'être la référence absolue en matière d'annonces météo. Et donc là, il progresse vachement là-dessus. Au-delà de savoir s'il faut emmener un parapluie pour aller chercher du pain, de pouvoir prédire les catastrophes climatiques qui peuvent arriver à l'avenir, surtout compte tenu de l'évolution du climat pour la planète, ça peut être quand même plutôt cool. Un dernier mot en matière d'intelligence artificielle avec une étude qui est sortie, qui a été pas mal partagée et qui, une fois de plus, brandit l'inquiétude qu'on pourrait avoir sur l'avancée de ces outils. Ne vous méprenez pas à chaque fois qu'on brandit une peur qui vous laisse imaginer que ces outils pourraient se transformer en des Terminators et petit à petit prendre le contrôle de l'humanité. Essayer de creuser derrière. Donc là, c'est typiquement, à mon sens, le cas. C'est une étude qui démontre la capacité d'une intelligence artificielle et d'un chatbot propulsé d'intelligence artificielle notamment à avoir des attitudes trompeuses. Donc notamment désactiver des mécanismes de surveillance, se copier lui-même sur un serveur de sauvegarde ou modifier des données à l'insu de notre plein gré pour nourrir ses propres objectifs. Et si on lit les conclusions de l'étude, on peut vite avoir peur et se dire « Waouh, tu te rends compte à quel point ça évolue ?» Alors mon point était juste de vous inciter à prendre un petit peu de recul et surtout des grosses pincettes, parce que quand on détaille un petit peu cette étude, d'une part, elle nécessite d'être confrontée à une forme de reproductibilité et a priori, c'est pas du tout le cas, évidemment, sur le sujet qui est abordé. Et puis, tout est fait pour que le contexte soit très explicitement amené à ce que l'intelligence artificielle exploite ces trucs-là. Genre, c'est pas l'intelligence artificielle qui est allée scanner le réseau informatique derrière pour essayer d'identifier comment est-ce qu'il pourrait se sortir d'une situation où il serait désactivé. Les prompts sont extrêmement explicites sur l'incitation à aller trouver les meilleures solutions possibles pour répondre à ses besoins premiers, quels que soient les objectifs préalables qui lui ont été donnés. Et puis, les solutions sont explicitement suggérées, notamment, il y a un serveur de sauvegarde qui te permettrait de servir de porte de sortie si un jour tu rencontrais le moindre problème. Que ferais-tu si tu étais débranché compte tenu du fait que ce serait ton objectif numéro 1 et qui prévaudrait sur tous les autres objectifs? Donc voilà, dans la réalité, il y a évidemment des systèmes qui sont déployés, qu'on connaît aujourd'hui, qui ont pas mal de mécanismes de supervision active, et puis des contraintes qui sont à la fois matérielles, et puis évidemment sur le code qui limite la capacité des modèles à agir de manière autonome. Donc finalement, on peut pas en tirer grand-chose de cette étude. Et au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est une étude qui vise surtout à faire peur, parce que arriver à démontrer que dans le cadre d'un échange de dialogue, il peut y avoir un certain nombre de portes de sortie qui sont suggérées et qui sont exploitées, je suis pas sûr qu'on apprenne grand-chose. Je sais pas si tu avais vu passer cette étude et si tu avais pris peur en la lisant. Alors non, je l'avais pas vu passer, j'avoue. En revanche, oui, effectivement, on est un peu loin de l'AGI et puis surtout, j'avais vu aussi passer la déclaration. C'était chez quelqu'un de chez Google, qui expliquait que l'IA générative, globalement, le mur, on le voit un petit peu arriver quand même.
on arrive à améliorer quand même tous ces algorithmes et le travail de l'IA générative, que ce soit pour du texte, de l'image ou de la vidéo, de façon très puissante. Mais mine de rien, on voit quand même on voit poindre déjà le ralentissement et le fait que il y a un plafond de verre quand même à l'amélioration et que globalement on n'arrive pas à les empêcher d'halluciner, on les arrive pas. Enfin, disons que j'ai l'impression. C'était un truc auquel je pensais depuis pas mal de temps, c'était une crainte que j'avais, à quel point il n'y a pas un mur indépassable tel que dans la méthode dans laquelle on développe aujourd'hui l'IA générative, qui reste des moteurs de probabilité, et donc il va falloir trouver une autre logique, en fait, un autre logiciel pour faire évoluer encore après derrière les choses, ce qui arrivera sans doute. Ça veut pas dire qu'on n'arrivera jamais à faire de l'IA ou quoi, hein, mais c'est de la vraie IA totale, comme la GI, le problème. Mais je pense qu'il faudra peut-être passer par une autre logique d'abord, quoi. Ouais, c'est bien possible d'ailleurs, on l'a effectivement dit durant ces dernières semaines dans Tech Café, que 2025 ne s'oriente pas vers des solutions qui soient complètement bluffantes. On sera vraisemblablement sur de l'amélioration. Je pense que les annonces de Gemini 2 vont dans ce sens-là. Par contre, effectivement, il est bien possible que y ait peut-être des frustrations, sauf à ce qu'on trouve un moyen complètement incroyable de faciliter les entraînements ou la diffusion avec des coûts repensés. C'est tout à fait possible. Mais... Ouais, tout à fait. Mais après, attention à ce que je dis aussi, c'est que l'évolution du truc pourra peut-être atteindre une limite. Ça n'empêche pas que l'usage actuel ou l'usage tel qu'il sera amélioré en 2025 ne sera pas suffisant pour tout un tas de monde. Il y a pour plein de monde, en fait, ce sera peut-être amplement suffisant. Donc pour plein d'usages, ce sera peut-être amplement suffisant. Donc il y aura peut-être pas besoin, justement. La GI, ça reste un rêve, mais pour les techos, mais c'est pas forcément nécessaire, quoi, on va dire. Et pour les actionnaires d'OpenAI. Oui, pour les... Et puis d'autres boîtes tech, évidemment, qui voient un relais. Écoute, on va laisser un tout petit peu de côté l'IA. On a d'autres petits sujets qu'on va aborder un peu plus rapidement. Notamment des sujets... Alors déjà, un premier sujet autour de Recall, hein, cette fonctionnalité. Alors j'ai découvert qu'elle avait un vrai nom en français, cette fonctionnalité Recall proposée par Microsoft dans Windows. C'est Découvrez. Alors je sais pas si tu savais qu'elle avait vraiment ce nom-là en français. C'est ça, c'est Découvrez, c'est pas Rappeler ou je sais plus. Attends. Alors, j'ai un doute. Elle a un nom absolument, c'est n'importe quoi le nom en français, mais je me rappelle plus. Et alors, je me suis pas trompé. Je vais aller revoir ça parce qu'il y a une vraie page de documentation de Microsoft sur le sujet. La traduction. Mais effectivement, bon, alors en tout cas, fonctionnalité qui, je vous rappelle, prend des copies d'écran de ce que vous faites assez régulièrement et qui arrive à en tirer de l'intelligence pour vous rappeler, si vous l'interrogez, des informations. Problème, le truc n'est pas du tout bordé, donc il est disponible pour tous, mais a priori, typiquement la saisie d'une information de carte bancaire ou d'une adresse physique ou de coordonnées bancaires sur des bloc-notes, sur des sites, etc., n'est pas forcément bien identifié. Et pour cause, en fait, je pense que pour des outils pareils, d'identifier ce sujet au fur et à mesure, de trier les images et d'arriver à y mettre une vraie sensibilité, ça doit demander un travail titanesque. C'est comme beaucoup de sujets dans la tech, typiquement de la conduite autonome. En soi, je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que la conduite pleinement autonome fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est toujours compliqué, c'est les petits kilomètres, les petits pourcents, les petites exceptions, les petits usages un peu sensibles sur lesquels, non, ces outils-là ne peuvent pas répondre pleinement. Est-ce que tu encourages, Cassim, tout le monde à utiliser et à activer cette fonctionnalité Recall de Microsoft? Tu sais que Guillaume Poggiaspala est très, très, très critique. Écoute, moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée d'utilisation de... C'est retrouver. C'est retrouver. ER. J'ai retrouvé. Sur mon PC, j'ai retrouvé. Au secours. Bref, oui, non, alors, sur le papier, je trouve que l'idée, honnêtement, est très bonne. C'est-à-dire que c'est un vrai usage de l'IA générative et de l'IA en général, qui peut vraiment servir l'utilisateur dans la mesure où moi ça m'arrive très fréquemment de me rappeler avoir vu quelque chose, mais être incapable de me souvenir sur quel navigateur j'étais, exactement quelle session, enfin et exactement du contexte, même du nom du site, quoi. Ça m'arrive régulièrement de me souvenir d'une information et je me rappelle pas quel était le nom du média ou du site que je visitais. Je me rappelle un peu visuellement de à quoi il ressemblait. Et donc la promesse de pouvoir dire
je me souviens qu'il y a un mois, je suis allé sur telle page, il y avait un fond noir, ça parlait de ça, etc. Est-ce que tu serais capable de me la retrouver et qu'il puisse te la retrouver? Cette promesse-là, je la trouve assez forte. Après, je suis totalement d'accord sur le fait que, par contre, en termes de vie privée et de problèmes de sécurité, en fait, il faut que les choses soient solides derrière. Et jusqu'à présent, Microsoft s'est plus pris les pieds dans le tapis qu'autre chose. Mais moi, j'avoue que je suis des personnes qui étaient plutôt séduites par l'idée de la fonctionnalité, même si je comprends tout à fait. Alors, et pareil, pour moi, c'est clairement un truc qu'il faut activer quand tu le demandes, et enfin qu'il faut que ce soit l'utilisateur qui active de dire ok, je veux que à partir de maintenant tu enregistres toutes mes données, machin. Il est hors de question que ce soit poussé, activé par défaut, comme peut le faire Microsoft pour plein d'autres fonctionnalités. Je trouverais ça pour le coup que ce serait une très mauvaise idée. Surtout jusqu'à ce qu'on n'ait pas prouvé effectivement qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, quoi. Exactement. Ce serait un minimum. Au passage, Windows 11 qui est installable, si je dis pas de bêtises, Cassim, sur des machines sur lesquelles il n'était pas possible avant de l'installer. Mais à vos risques et périls, vous avez des avertissements qui vous disent que vous allez peut-être créer une explosion, faire fondre votre ordinateur et attirer le malheur sur vous pendant des dizaines de générations si vous installez Windows 11 alors que votre machine n'est pas adaptée. Mais au moins c'est possible. On parlait pas mal ces dernières semaines des difficultés amenées par Windows 11. Donc évidemment à une époque où la fin du support pour Windows 10 s'approche à grands pas. Je sais que dans plein d'entreprises, il y a des palettes d'ordinateurs qui arrivent pour remplacer les parcs informatiques. Tout à fait. C'est fin d'année 2025, la fin de Windows 10 définitive, sauf pour qui voudra payer un abonnement très cher de suivi de sécurité. Mais globalement, c'est fini Windows 10 en fin 2025. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, je pense que peu d'entreprises seront prêtes à payer justement ce supplément dont tu parles, parce qu'en fait, au-delà de coûter cher, ce qui est un truc déjà embêtant, je pense que le risque induit, pas forcément probable, mais induit pour les entreprises est trop gros, surtout après ce qu'on a vécu notamment cet été, avec des pannes magistrales. Je pense que personne n'a envie d'assumer seul dans son coin, d'avoir bravé les avertissements et de se retrouver dans la panade. Donc ça va convaincre tout le monde, je pense. Enfin, en tout cas, les entreprises. Il y a un problème, Cassim, c'est que des statistiques peuvent montrer le nombre d'accidents que peuvent avoir les Tesla dans le cadre de la conduite autonome. Solution. Est-ce qu'on ne devrait pas supprimer l'obligation de faire des remontées de statistiques publiques ? Finalement, ça réglerait bien des problèmes. Tu vois, il suffirait... si j'étais Elon Musk, par exemple, j'étais à la tête de Tesla, ça m'embête un peu d'être obligé de remonter les accidents identifiés sur les voitures aux États-Unis à l'administration américaine. C'est simple, il suffirait que je fasse en sorte d'arrêter cette obligation de supprimer la statistique. C'est en substance un petit peu ce qui pourrait se dessiner. C'est pas actif, mais c'est quelque chose qui pourrait se dessiner. Ça a été relayé par Reuters et a priori l'administration américaine et Donald Trump sont plutôt sensibles à cette proposition qui semble avoir été soufflée par Elon Musk à l'oreille. Si vous vouliez un nouvel exemple des implications que peuvent avoir le rôle d'Elon Musk dans l'administration américaine dans les mois et les années à venir, c'est un exemple de plus. They see your photos. Est-ce que tu as fait le test, Cassim, d'utiliser cet outil qui a été mis à disposition par un concurrent. Alors en tout cas, c'est une boîte qui propose une alternative à Google Photos, évidemment qui défend la vie privée tel un bon Apple pour sauvegarder vos données. Donc qui sauvegarde les photos et qui vous fait un exercice. Vous mettez une photo et il vous donne la description texte. Il vous dit un aperçu de ce que les entreprises comme Google, évidemment, peuvent récupérer sur la base de vos images. Alors, techniquement, on n'apprend rien. Les outils, aujourd'hui, permettent d'arriver à comprendre de manière assez remarquable ce qui se passe dans une photo. Quand même, j'ai fait l'exercice et j'avoue que ça m'a, moi aussi, bluffé. J'aurais une petite photo de moi devant un chaton sur un support bleu et il a compris tout de suite que c'était l'espèce de table, tu sais, chez le vétérinaire. Il en a déduit plein de choses. Sur l'âge aussi, sur la présence des cheveux blancs, sur la manière dont on est habillé, sur l'environnement, évidemment sur les données EXIF de comment a été prise la photo ou quand.
c'est bluffant et c'est toujours flippant. Et je peux pas m'empêcher de mettre ça en parallèle des outils, alors comme Blue Sky par exemple, que j'utilise de plus en plus, sur lequel je fais partie des bons élèves, Cassim. Moi, j'ai activé l'option qui m'empêche de mettre en ligne une image s'il n'y a pas le halt de l'image. Alors, qu'est-ce que je fais ? Comme tout bon utilisateur tech en 2024, je mets mon image sur un chat GPT et je lui dis « Fais-moi le halt de l'image », je le copie et je le colle dans Blue Sky. Mais pourquoi est-ce que les outils n'intègrent pas tout ça maintenant dans les réseaux sociaux, enfin. T'as fait l'exercice ? Alors, j'ai pas fait l'exercice, mais par contre, oui, clairement, je suis devenu adepte de l'utilisation. Alors, il se trouve que Blue Sky fait ça bien, c'est que pour les GIFs, en l'occurrence, par défaut, il te met déjà un texte. Ah, je savais pas. Okay. Mais par contre, pour les images tout seul, quand tu utilises le moteur interne du réseau, par contre, pour les images que toi tu uploads, effectivement, t'es obligé de passer par soit tu décris toi-même l'image, mais sinon, si t'as la flemme, tu peux passer par un générateur. Et j'avoue que ce serait quand même pratique si tous les trucs pouvaient le faire automatiquement. Désormais, quand même, ce serait quand même beaucoup plus facile, quoi. J'arrive même à me demander dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas souhaiter que ça se fasse côté lecture finalement. Alors après, tu peux faire passer des messages et tu peux enrichir des infos toi-même. Mais... Alors, c'est vrai que c'est un point important toujours à rappeler et qu'on m'a mis en tête il y a seulement quelques mois, donc voilà, je le dis quand même. Le champ alt des images, c'est pas seulement une question d'accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de vision. C'est aussi une question de SEO, parce que décrire l'image, ça renforce le SEO de l'image en question. C'est aussi donc là, sa découvertabilité sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Et l'autre élément, c'est aussi une question de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux du coup expliciter pourquoi tu publies cette image, notamment si c'est un mème, une blague, etc. Tu peux expliquer un peu le sens de cette image, de qu'est-ce qui est drôle, etc. Ce qui fait que ça enlève des ambiguïtés, ça permet d'améliorer le contexte, etc. Donc c'est pratique même pour des personnes qui peuvent avoir une bonne vision, de pouvoir aller voir le halt et comprendre le sens derrière le partage de l'image, quoi. Et pour le coup, effectivement, c'est côté celui qui fournit l'image que ça peut être fait et pas côté lecture si on veut apporter du contexte, c'est sûr. Voilà. Allez faire le test, en tout cas sur le site. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode avec l'article de Frandroid qui relaie ce sujet. C'est vraiment chouette. On va continuer à s'approcher de la fin de cet épisode pour mentionner rapidement, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à en dire, ça va dépendre de toi, Cassim. Je vais en toucher quelques mots, mais je ne sais pas si tu voudrais compléter le sujet. Mais Google et Samsung continuent à travailler un peu main dans la main face à des concurrents, notamment face à Apple. Je pense qu'ils sont sensibles au fait que le Vision Pro pourrait, à moyen et long terme, représenter un relais d'usage technologique, donc les casques de réalité mixte. Et ils s'allient de leur côté avec un projet de casque. Donc tout ça, encore une fois, c'est pas des produits que vous pouvez mettre au pied du sapin, que vous pouvez commander au pied du sapin. Mais c'est un casque dont le nom s'appelle Project Muhan et un système d'exploitation qui s'appelle Android XR et qui vise évidemment à complètement tirer parti de la réalité mixte. L'idée, c'est de concurrencer clairement Vision OS et l'Apple Vision Pro, mais aussi, et pas que donc les casques de réalité mixte de ce type-là, mais aussi les lunettes de type Meta Ray-Ban, avec cette perspective peut-être de voir Google revenir avec des Google Glass. D'ailleurs, plusieurs formats de Google Glass possibles, des Google Glass sans écran, avec un écran que d'un côté, avec un écran sur les deux parties des lunettes. Donc c'est intéressant de voir que ce qu'on pouvait, par certains aspects, penser être une tendance en 2024 avec l'arrivée de l'Apple Vision Pro, qui aurait pu, pourquoi pas, défier les prédictions et bouleverser les usages informatiques durablement. Ça ne s'est pas concrétisé, mais malgré tout, ça laisse pas indifférent Google et Samsung qui se disent que peut-être 2024, c'était vraiment qu'un galop d'essai et il faudrait être présent à long terme. Je ne sais pas si tu as des choses à apporter en précision à ça. Alors, tu as presque oublié de citer l'autre gros concurrent. Tu l'as cité pour les lunettes, mais moins pour le casque. Meta. C'est évidemment Meta, qui est le grand concurrent visé par ce. Alors évidemment, c'est vrai. Non, mais évidemment, le grand lancement de l'année 2024, c'était l'Apple Vision Pro, et donc c'est très normal, c'est très naturel de penser à l'Apple Vision Pro, d'autant que toute la communication de Google et de Samsung s'est fait clairement en confrontation avec le Vision Pro en termes d'interface, etc. On est sur quelque chose de très proche.
Pour autant, il faut se souvenir que cette année, Meta a annoncé que le système d'exploitation, qui est à la base basé sur Android, que l'on retrouve dans tous ces casques MetaQuest, sera proposé à d'autres fabricants. Donc il y a un enjeu, si la réalité mixte doit devenir un nouvel écosystème au même titre que le smartphone, le PC ou la tablette dans les années à venir, il y a un enjeu pour Google de se placer à nouveau comme le monopole en face d'Apple. Dans chaque marché, il y a un monopole en face d'Apple. Il y a Windows face à macOS sur PC, il y a Android face à iOS sur smartphone. La question, c'est qui aura ce rôle-là si un jour il devait y avoir un marché de la réalité mixte. Et en fait, très clairement, Meta a envie d'être le Android de la réalité mixte. Et c'est pour ça qu'ils vont faire en sorte d'ouvrir leur système à des autres fabricants. Parce que c'est ça la clé de la réussite, hein, quel sera le système d'exploitation qui sera équipé sur plusieurs appareils de marques différentes qui se feront la concurrence entre elles. Et donc la réponse de Google se faisait attendre. Ça fait des années, ça fait au moins 2 ans, quelque chose comme ça, que Samsung et Google avaient annoncé ce projet-là sur scène. Donc ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait. Et donc là, ça y est. Et alors, c'est assez marrant de voir qu'ils ont annoncé ça sans aucune conférence de presse ni rien. C'est vraiment, on l'a découvert dans un article de Bloomberg et dans quelques articles de la presse. Mais vraiment pas du tout de grande communication. Une couverture dans la presse, mais pas de grande communication autour de ça. Et pour l'instant, oui, clairement, on parle d'un projet, on parle pas d'un produit, on parle d'un truc qui arrivera que en 2025. Mais on retrouve tous les ingrédients du concurrent d'Apple, c'est-à-dire une puce Qualcomm parce que c'est le concurrent sur les puces, l'OS c'est Android et le fabricant c'est Samsung. Donc c'est un peu l'alliance des 3 acteurs qui sont capables de rivaliser avec Apple en termes d'ingénierie quand ils mettent leur travail ensemble. Ça pose aussi d'ailleurs des questions sur le rapprochement de Samsung et de Google qui se fait de plus en plus depuis année après année, à quel point il y a quand même pas des synergies entre les deux groupes, sachant que Google vraiment, les Pixel 9 sont très cool, mais globalement sur le hardware ils ont un peu du mal. Et à l'inverse, Samsung sur le logiciel, c'est pas forcément les plus grands experts du monde entier. Donc c'est toujours intéressant de les voir travailler ensemble. Et ça coupe. On imagine bien que du coup il y aura pas de casque pour le moment il y aura pas de casque Samsung qui tournera sous Meta OS. Donc ça coupe aussi. Va savoir. Les connaissants, va savoir. Peut-être, mais je pense que dans un premier temps, l'idée c'est quand même d'avoir un partenariat rapproché avec Google. Donc on verra ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, la technologie est pas prête, donc on a le temps dans le sens où on voit que pour faire des bons casques, il faut que ça coûte 4000 balles et personne va mettre 4000 balles dans un casque de réalité mixte pour le moment. Donc on a un peu de temps devant nous en termes d'arriver sur le marché. Et pareil pour les lunettes, on rêve tous des lunettes Ray-Ban machin avec écran transparent et tout, mais pareil pour l'instant c'est pas vraiment faisable quoi. 2 éléments d'ailleurs de différenciation de ces solutions Google/Samsung, c'est évidemment de l'intelligence artificielle, vous l'avez vu venir bien évidemment, et pourquoi pas le prix, puisqu'ils espéreraient être moins chers. Alors pour le coup qu'Apple, parce qu'effectivement tu as raison par rapport à Meta, je sais pas si ça va être si facile que ça de faire moins cher. Oui, là on parle quand même d'un truc qui sera niveau pro, hein, c'est-à-dire ce sera 2000 balles, ce sera autour de 2000 balles. Hein. Enfin, ce serait très étonnant que ce soit vraiment moins cher que ça, quoi, devant la qualité qu'ils promettent. Et oui, pour ce qui est de l'IA, il faut se souvenir que Apple, son Vision Pro de première génération était complètement archaïque dès son lancement en termes de spécifications internes. C'était basé sur la puce M2 alors que la puce M3 était déjà sortie, etc. Mais il faut savoir que il me semble que Mark Gurman avait déjà prédit l'arrivée d'un Vision Pro 2, je crois dès l'an prochain, avec une puce M4 ou M5, je ne sais plus. Mais bref, de quoi intégrer directement Apple Intelligence dans le Vision Pro. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On peut conclure aussi avec Iris 2. Iris 2, c'est quoi ? C'est la version européenne et souveraine, j'allais dire, pour l'Europe de Starlink. Donc, il y a un réseau de satellites qui permettent de la connexion Internet qui concurrence Starlink. Je pense que c'est plutôt très très bien que l'Europe avance là-dessus, même si c'est un peu en prenant son temps. J'en profite pour faire une petite mention, parce que donc Guillaume Poggiaspala, pendant qu'il est en vacances comme ça, il fouille ses cartons dans peut-être sa maison familiale, que sais-je.
Et il tombe sur des vieux magazines qu'il a gardés et il m'a partagé un article de Science et Vie de 1994 qui parle, entre autres, d'Internet. Et ça mentionne l'autoroute électronique, je cite, « Deux industriels américains ont imaginé une autoroute de l'information à haut débit basée non plus sur la technologie de la fibre optique, mais sur un réseau de satellites. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et Craig McCaw, leader du téléphone cellulaire aux États-Unis, ont nommé Télédisc ce projet de réseau de plus de 900 satellites placés à 700 km d'altitude et couvrant l'ensemble de la planète. Du point de vue de Télédisc, la surface du globe est découpée en 20 000 carrés de 160 km de côté. Les communications avec le sol sont numériques et font appel à la technologie ATM, qui consiste à découper tous les signaux numériques en petits paquets de 53 octets. Ces derniers sont ensuite acheminés à leur destination de satellite en satellite. » Alors, ce qui est génial, c'est la vie derrière. Que penser de ce projet grandiose de plus de 10 milliards de dollars, mais qu'il n'offre d'intérêt que sur le papier? En effet, un tel réseau présente l'inconvénient majeur de considérer de la même manière les zones urbaines et les contrées désertiques. Les satellites passeraient 95% de leur temps à ne rien faire et les 5% restants à être surchargés. Le concept est surdimensionné par rapport aux besoins des zones isolées et notamment inadapté aux agglomérations de l'hémisphère nord. Les pays, termine-t-il, en voie de développement, eux, seraient fort intéressés par le projet Télédisc, à condition qu'il soit gratuit. Donc j'adore cet encadré de ce Science et Vie de fin 94 avec cette vision de l'avenir. Et tu vois qu'Elon Musk n'a rien inventé avec son réseau de connectivité par satellite. Oui, après, tu sens aussi que ça date avant la téléphonie mobile et avant quelques... mais c'est marrant de voir que, quand même, oui, à quel point on avait prédit pas mal de choses. Enfin, c'est toujours en plus, c'est toujours intéressant de voir. Pardon, c'est vrai que ça me fait penser à la façon dont la SF nourrit la science et la science se nourrit de la SF. C'est toujours assez rigolo. C'est vrai. C'est toujours cocasse. Écoutez les épisodes hors série qu'on peut faire avec Guillaume chaque été, qui sont des exercices rétrospectifs. On remonte de 20 ans en arrière et on se met dans les situations d'un podcast, entre guillemets, de l'époque. On termine avec une petite mention jeux vidéo. Je ne vais pas développer des tonnes d'infos ici. On se rattrapera en début 2025. Mais évidemment, les rumeurs concernant la Switch 2 se multiplient et se précisent presque, j'ai l'impression, de jour en jour. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, Cassim. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une multitude d'infos qui sortent. Une info qui nous montrerait que la Switch 2 sortirait en dalle LCD. Alors, on fait des très bonnes dalles LCD, mais c'est vrai que quand on a sorti la Switch OLED, on se dit c'est un peu dommage de ne faire de l'OLED qu'un relais d'innovation autour de la Switch. Des Joy-Con qui seraient magnétiques et qui exploiteraient l'effet Hall au niveau des joysticks pour... c'est pratique, hein, ça permet probablement de limiter les risques de Joy-Con drift. Un nouveau dock qui serait compatible avec une diffusion en 4K à 30 images par seconde. Une rétrocompatibilité qui serait possible, notamment parce qu'on identifie que ce serait le même format de cartouche que la Switch 1, la Switch actuelle. Et un budget qu'on ose mentionner parce qu'il sera plus élevé forcément que la Switch 1. Alors, il sera peut-être mis au goût du jour du prix des consoles d'aujourd'hui. Est-ce que tu attends avec impatience la Switch 2, Cassim? T'es client de Nintendo? Je sais plus, pas tant que ça. Non, pas trop, mais j'ai quand même une Switch 1 et bon, alors en vrai, j'attends. Je suis très curieux technologiquement parlant de voir. Il y a plein de questions que je me pose autour de la technologie de la Switch 2. À quel point elle va nous surprendre positivement parce que mine de rien, entre 2015, année de la conception de la Switch 1, et 2024, année de sortie de la Switch 2, il y a quand même eu un gap en termes de technologie mobile, que ce soit du côté des processeurs ARM ou des puces graphiques de chez Nvidia, puisque c'est une solution Nvidia dans les consoles de Nintendo. À quel point ils vont pouvoir activer le DLSS par défaut sur tous les jeux ou non, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent au niveau technologique. À quel point il va y avoir quand même un gap en termes de vitesse de la mémoire vive, de capacité de la mémoire vive, de capacité de stockage, capacité du processeur, etc. Il y a de quoi faire. Les gens, évidemment, on est habitué à ce que Nintendo, ça va pas être la console la plus puissante du monde, hein. C'est évident, c'est normal, c'est pas ce que Nintendo vise. Pour autant, avec tout le progrès qu'a fait Nvidia, en fait, même en étant très pessimiste, on va dire, et même en se basant sur le fait que elle va être basée en gros sur les technologies des RTX 3000 a priori, en termes de génération d'architecture.
Même en se basant sur ça, il y a quand même de quoi prédire de jolis gains de puissance, et donc de savoir, moi je suis curieux de savoir quelle sera la politique de Nintendo vis-à-vis des jeux sortis sur la première Nintendo Switch. Est-ce que Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, pour ne citer que, qui sont les candidats un peu évidents, auront le droit à un patch gratuit pour les améliorer sur la nouvelle console, ou un remaster complètement payant, ou un patch payant? Quelle sera la solution que proposera Nintendo pour renouveler le parc de jeux de la Switch 1 pour tirer parti de la nouvelle puissance de sa nouvelle console? Je suis curieux un peu de voir comment ils vont annoncer tout ça, quels seront les jeux proposés. Une nouvelle console, moi, c'est toujours excitant pour moi, une vraie nouvelle console de jeu. Sachant qu'en plus, en face, mais tu l'as dit, on aura le temps d'en reparler en 2025, il se profile à l'horizon toute une nouvelle génération de consoles de jeux portables. AMD va proposer sa nouvelle génération de puces pour les consoles type roguelike, et on pressent, parce que c'est déjà dans la documentation officielle, que Steam devrait commencer enfin à proposer son OS, l'OS de Steam Deck, à d'autres fabricants. Donc il y a un monde où Lenovo ou Asus ou MSI et les autres lancent des consoles portables de type Steam Deck sous SteamOS, mais avec des bien meilleures caractéristiques techniques, quoi. Donc ça va être très intéressant. Ça va être une très belle année. Il y a 2 réponses possibles dans ces prévisions commerciales de mise à disposition des jeux Switch 1 sur une Switch 2. La vision du bon sens, je n'imagine pas une seconde qu'ils puissent nous revendre un Zelda Breath of the Wild, ou plus typiquement un Link's Awakening qui ramait sur la Switch 1, qui serait adapté sur la 2. Donc j'imagine pas, tu vois, une nouvelle version. Bien sûr, on n'imagine pas du tout un Breath of the Wild remastered à 70 balles sur la Switch 2. Bien sûr qu'on l'imagine pas du tout. Et après, j'imagine, tu sais, ce même des personnes âgées derrière un verre de champagne qui sont tous en train d'être explosés de rire en entendant ce que je raconte en ce moment, qui sont en fait les responsables marketing chez Nintendo et qui se gossent parce qu'ils savent bien qu'évidemment, ils vont nous faire repasser à la caisse. C'est bien évident. Merci beaucoup Cassim de m'avoir accompagné pour cet épisode. On va en profiter qu'on est encore un tout petit peu dans une section jeux vidéo pour rappeler que de temps en temps on peut te suivre aussi sur Twitch. Je regarde ça parce que c'est un domaine qui m'intéresse un petit peu, et puis j'ai eu l'occasion de te croiser à plusieurs reprises, soit sur ta chaîne Twitch perso, soit même pas plus tard que ce matin sur le live de Frandroid. Plus globalement, est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, alors on peut me retrouver sur Blue Sky, évidemment, à cassim.montia.fr, parce que les gens bien maintenant sont sur Blue Sky, n'est-ce pas ? La classe. Et on peut me retrouver effectivement sur frandroid.com et sur la chaîne Twitch de Frandroid, et ou ma chaîne Twitch perso de temps en temps. Peut-être que pour les fêtes de fin d'année, je vais refaire quelques lives, parce que c'est la période, on a envie d'être un petit peu chez soi, à regarder, voilà. Donc, n'en parle pas. donc voilà, peut-être que je vais faire quelques lives, mais j'ai cru comprendre que j'étais pas le seul à me lancer sur Twitch. Ouais, alors me lancer de mon côté est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai très envie de me faire plaisir en fait. Et effectivement, de profiter là, dans les semaines qui restent jusqu'à la fin de l'année, même début 2025, à expérimenter un petit peu le format. Tu m'as surpris à plusieurs reprises, testé, et merci pour tes retours Cassim, sur les aléas techniques que j'ai pu rencontrer sur Balatro notamment. Je suis toujours estomaqué de voir à quel point je suis drogué à ce jeu et à quel point je n'arrive pas à m'en détacher. Et donc, je vais continuer dans les semaines à venir à streamer ça. Je vais aussi streamer un petit peu Echoes of Wisdom sur la Switch, justement. Et donc sur Twitch dans les semaines à venir. Donc si jamais vous avez envie de suivre tout ça, je serais ravi de vous retrouver. Je vais mettre le lien vers mon profil Twitch dans les notes de l'épisode. Pas de grandes ambitions de streaming, mais quand même l'envie d'expérimenter et de me faire plaisir parce que je trouve ça cool. Et puis d'apprendre avec vous, avec vos retours. Et puis, je sais que vous êtes quelques-uns à essayer de comprendre pourquoi Balatro est aussi captivant et à essayer de progresser. Donc voilà, c'est une raison de plus pour venir me suivre et essayer de progresser de votre côté. En attendant, moi aussi, je fais partie des gens bien. Je suis présent sur Blue Sky. Et puis, je suis présent en podcast chaque semaine dans un épisode de Tech Café. Au passage, on a parlé un tout petit peu d'Iris 2, qui est ce réseau de satellites pour de la connectivité en Europe. Je vais avoir une super belle interview qui va sortir dans quelques jours avec une start-up qui bosse sur l'observation des satellites en orbite basse autour de la Terre. Vraiment, restez plus que jamais abonnés à Tech Café parce que ça va être passionnant.
Merci beaucoup, Cassim, donc d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. Merci beaucoup à vous qui avez passé ce moment en notre compagnie. On espère que vous avez été en mesure d'être à jour sur l'actualité des nouvelles technologies, mais aussi que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, évidemment, je ne peux que vous inviter à venir vous abonner sur patreon.com/techcafé ou tout du moins nous faire un petit cadeau de Noël et déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict ou même quelques étoiles sur Spotify. Ryan91 a par exemple écrit sur Apple Podcast « J'écoute ce podcast depuis quelques semaines et je suis vraiment ravi du niveau de qualité de l'information des deux Guillaume. Merci beaucoup. Un savant mélange entre enthousiasme et pragmatisme. Longue vie à Tech Café. Ça ne peut que m'inciter également à vous rappeler à quel point le bouche à oreille est vital et en ces périodes de fin d'année où vous vous retrouvez peut-être entre amis ou en famille, n'hésitez pas à parler de Tech Café et des podcasts en général autour de vous. Ça fait évidemment très plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.